Et voilà pour ce joli film de Frédéric Fiol et de Stéphanie Malfaite sur ces talents de cité. Un film qui fait du bien, qui donne la pêche, comme on disait dans le temps. Il y a aussi de belles histoires en banlieue. Il n'y a pas que le chômage, la précarité, la misère, la délinquance et la drogue. Il y a aussi ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Et là, on voit des jeunes qui tracent leur chemin. Et heureusement. Et pour vous donner des nouvelles sur ces jeunes qu'on vient de voir dans le film, Sali Benasser, Ali Kaya et Adam Asli, avec ses prises écologiques, là, pour eux, ça fonctionne plutôt bien. Les nouvelles sont bonnes. Lucille Bernadac, là, on n'est plus partagé. Il semblerait que ces doudous, eh ben, elle n'ait pas eu les fonds nécessaires pour satisfaire ses commandes. Alors, autour de la table, pour parler de ces talents et de cette autre banlieue qu'on voit assez peu à la télévision d'ailleurs, beaucoup de talents. Samia Ghali, bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, maire du 8e secteur de Marseille. C'est le 15e et 16e arrondissement. C'est les quartiers nord de Marseille. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est comme ça qu'on les appelle. Vous êtes issu de là-bas, vous? Moi, j'y suis née, j'y ai grandi et j'ai toutes mes amies et ma famille. Donc voilà, je suis originaire de ces quartiers. Et vous avez fait parler de vous il y a peu quand vous avez dit qu'il faudra le renfort de l'armée dans les quartiers nord. Exactement. Bon, on en parlera. Oui, on en parlera. Bon, en face de vous, Saïd Amouche, vous êtes chasseur de tête dans les cités, comme ça que je vous présente, je ne sais pas si ça correspond exactement. En tout cas, vous avez créé un cabinet de recrutement qui s'appelle Mosaïque RH. C'est ça l'idée? C'est ça. Pourquoi? Pour aller montrer qu'on peut aussi trouver des talents dans les cités? Parce que la question des discriminations, c'est aussi la question du recrutement. Et la discrimination, vous avez fait un livre qui sort maintenant avec Vincent Hédin, ça s'appelle Chronique de la discrimination ordinaire. Et pour vous, ça commence là, ça commence au niveau du CV, au niveau de l'embauche, au niveau de l'emploi? Eh bien, on pense que finalement, le cœur de toute intégration, c'est quand même l'emploi. Donc, à partir du moment où on met les pieds dans une entreprise, il y a tout un système d'insertion automatique qui se met en place. C'est la possibilité d'avoir un bulletin de paye, la possibilité de pouvoir demander un logement, la possibilité de consommer des activités culturelles et sportives, la possibilité de s'insérer comme tout à chacun. Et votre cabinet de recrutement qui s'appelle donc Mosaïque RH, il est spécialisé dans la promotion et l'égalité des chances. Vous vous adressez aux jeunes de ces quartiers-là. Voilà, l'idée c'est de dire qu'aujourd'hui la sociologie en banlieue a changé. C'est plus l'image qu'on pouvait avoir dans les années 70, 60 ou 80. Aujourd'hui, il y a une émergence de jeunes qui décrochent des diplômes, qui sont qualifiés, qui sont diplômés, qui n'ont pas de problème d'intégration. Par contre, il y a un vrai... qu'on ne voit pas. Et qui sont en masse aujourd'hui, absolument. C'est 60 000 jeunes diplômés en zone ZUS, donc c'est le territoire politique de la ville très restrictif. Il y en a 60 000 les zones urbaines sensibles qui quittent le système éducatif avec des diplômes en poche chaque année. Donc, et l'arrivée est 3 fois plus compliquée sur le marché de l'emploi. Donc, on a besoin de les faire émerger. On a besoin qu'ils occupent des postes de cadre le plus rapidement possible. Et donc, il faut créer de nouvelles passerelles qui permettent en fait de créer un lien économique. C'est ce que vous essayez de faire, étant vous-même issu de quartier, c'est ça, comme on dit? Oui, c'est ça, Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis. Quel quartier, quelle ville? Bondy. Bondy. Et puis 2 talents de cité, c'est-à-dire 2 personnes qui ont été saluées, honorées et qui ont reçu ce titre de talent de cité. Laurence Lascari, vous êtes Grand Prix des talents 2008 et vous avez créé de l'autre côté du périph'. C'est tout un programme. Exactement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire de Bobigny, vous? Je suis originaire de Bobigny et de l'autre côté du périph', c'est une société de production audiovisuelle et cinématographique. Le message, en gros, c'est de dire qu'il n'y a pas que Paris, il y a aussi, de l'autre côté du périph', il y a le reste du monde. Des choses. Voilà, tout simplement. Bon. Ouais. Et en face de vous, Daouda Sanogo, vous êtes lauréat 2009. Oui. Et vous, ce que vous avez créé, c'est Alliance Co. Et vous, c'est Aulnay-sous-Bois. Oui, c'est Alliance Eco, en fait, ça se dit pour Alliance écologique, tout simplement. Et en fait, on fait de la collecte et du recyclage de déchets électroniques. Alors, vous allez nous raconter un petit peu vos parcours, mais on commence par une petite piqûre de rappel sur le documentaire avec Adamas et un de ses amis qui parle justement de leur cité. On les écoute. On n'a pas vraiment vécu la cité comme on le montre à la télé, en fait. Nous, la cité, on a grandi dedans, on était plutôt sportifs, donc on était dans le milieu sportif. On n'a pas vu ça comme un échec, en fait, la cité. C'est plus un lieu où il y a une formation, on va dire, plus un terrain de formation. Bien évidemment, il y a de la misère et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Mais ça forge des personnes avec des caractères trempés, des caractères solides. Et pour ceux qui veulent être ambitieux, rien ne fait peur. Alors, Daouda Sanogo, on les entend, hein, ils disent la cité, c'est pas un handicap, au contraire, ça forge. Ça forge, ça donne des forces, on est plus motivé parce que aussi on a connu plus d'échecs. Du moins, moi je le résume comme ça. C'est vrai que on a des parcours difficiles et c'est pour ça que ce que fait Saïd, c'est vrai que c'est bien, mais il y a aussi d'autres voies, d'autres issues.
Mais vous, petit, dans votre cité, donc à Aulnay-sous-Bois, c'était quoi? Vous disiez un jour, je ferai quoi? En fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, mon père m'a dit, fais des études et tu choisiras après. Parce qu'effectivement, sans études, il n'y a pas vraiment de choix. J'aurais peut-être fait, je ne sais pas, moi, cuisinier ou quoi que ce soit. Mais en faisant des études, ben, je m'offrais des possibilités de choisir ma voie. Et en fait, je suis tombé par hasard dans les déchets. Mais est-ce qu'il y avait des choses... Ah, tombé dans les déchets. Est-ce qu'il y avait des choses qui vous paraissaient impossibles? Est-ce que vous disiez, étant dans la cité, je ne pourrais pas avoir accès à quelque chose? Ou cette conscience-là n'existait pas du tout? Non, pas du tout. En fait, moi, je me suis jamais dit ça. Mon père m'a toujours dit, tu pourras faire ce que tu veux à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Je dirais, c'est plus les discours qu'on nous vendait à l'école, peut-être en disant, non, ça, tu n'y arriveras jamais. On vous disait ça à l'école? Ouais. Du moins, j'ai envie de dire, c'est classique, mais c'est vrai que dans la classe? Dans la classe, les profs, quand je disais, je sais pas, on avait tous envie à un moment de faire médecin, avocat. Non, faut pas rêver. Et vos profs vous disaient, faut pas rêver? Ah, non. C'est pas pour toi? C'est pas pour moi. Ah oui, vous avez eu ça aussi, vous? Bien sûr, tout à fait. Ouais. Et puis, il n'y a pas que les professeurs, il y a aussi des fiches d'orientation. Quand j'étais au lycée, je m'intéressais au monde des médias, déjà à l'époque, au journalisme, par exemple. Et c'est vrai que quand on consulte les fiches d'orientation, une des choses qui sont écrites, c'est si vous n'avez pas de réseau, ça va être très compliqué, beaucoup d'appelés, peu d'élus. En gros, si vous venez de nulle part et que vous êtes monsieur et madame tout le monde, c'est qu'on vous fait la description de ce que vous n'avez pas, parce que les réseaux, vous ne les avez pas, par définition, etc. Et donc, c'est no way, c'est pas la peine. Ça invite à aller prendre une autre voie, filière plutôt courte, dans des métiers porteurs. Donc, pour ma part, c'était plutôt des études commerciales. D'accord. Et vous, petite fille, c'était quoi vos rêves de petite fille? Moi, mes rêves, ils étaient immenses, énormes. Déjà, à l'époque, j'avais un camarade dont le père était chef d'entreprise et ça m'inspirait pas mal, même si je savais pas exactement en quoi ça consistait. Mais je pense que le mot chef me parlait bien. Et puis, c'est vrai que c'était le garçon le mieux habillé aussi de la classe. On voyait qu'il était dans un milieu social un peu plus élevé que le nôtre. Donc, moi, déjà, je pense que à cette époque-là, en tout cas, j'avais de grandes ambitions pour moi et envie de faire de grandes choses. Et après, c'est au fur et à mesure, avec des rencontres, avec des parcours, ça permet en fait d'affiner son projet et puis de le préciser. On disait tout à l'heure que c'était une force, la banlieue. Est-ce que vous l'avez vécu comme une force ou aussi, parce qu'il ne faut pas se cacher non plus, aussi un handicap? Je vais répondre un peu comme mon camarade Daouda. Voilà, c'est un handicap. Donc, de fait, si on arrive à le surmonter, on sera d'autant plus fort. Voilà. Mais ça constitue un vrai handicap. La discrimination est réelle. Il y a un vrai... je ne vais pas dire un complot, mais c'est vrai que tout est fait, en tout cas, pour faire en sorte que les personnes issues de banlieue n'aient pas confiance en eux, n'y arrivent pas dans la vie. J'ai un camarade qui est un pote, qui est originaire du 15e arrondissement et qui me dit, moi, Laurence, depuis que je suis en maternelle, je me souviens très bien, il y avait un enseignant qui nous avait dit, vous êtes l'élite de la France. Moi, à Bobigny, on m'a pas dit, j'étais l'élite de la France, on m'a pas dit, vous allez faire de grandes choses. Et le message aussi transmis par les médias. Vous n'êtes pas sur une rampe de lancement, quoi. Non, pas du tout. Et c'est vrai que les représentations de nous, c'est pour ça que aussi j'ai mis ça dans mon projet d'entreprise audiovisuelle, les représentations qu'on peut voir des Maghrébins, des Noirs à la télévision, ne donnent pas envie ça donne pas confiance. Parce que dans votre projet, pour ceux qui ne savent pas, il y a la volonté, effectivement, d'améliorer cette représentation des Noirs et des Maghrébins dans les médias. Voilà, tout à fait. Alors, je propose un deuxième extrait, parce que justement, sur l'ambition et sur la façon d'y arriver quand on est dans un quartier, comme on dit, écoutons ce que disait dans le sujet Sally Belkacem. J'avais personne autour de moi pour me guider, donc j'ai dû apprendre beaucoup de choses par moi-même. Et puis, comme j'avais pas les finances et j'ai pas une famille aisée, donc j'ai dû, moi, apporter tous mes moyens financiers. Je travaillais le week-end, je travaillais la journée, en soirée, quand je faisais mes études, les sorties en discothèque, toutes ces sorties-là, moi, j'en ai pas beaucoup eu. J'en ai eu un petit peu, mais pas tant que ça. Et moi, je me rappelle, quand je travaillais les week-ends, j'avais mes copines d'école qui me disaient tout le temps, ah, toi, tu arrives toujours à trouver du boulot, tu peux pas nous trouver un petit boulot? Et quand je le retrouvais, c'était toujours le samedi-dimanche, puisque c'était là où c'était possible de trouver. Et elle me disait, ah non, moi le dimanche, le samedi, moi je sors avec mes copains, je vais en discothèque. Et donc, c'est là que je me suis aperçue qu'on n'avait pas du tout le même rythme de vie.
Non, c'est ça dit Benasser et non pas Belkacem. Là, elle dit quand même, il y a ceux qui ont envie, ceux qui n'ont pas envie. Vous me direz, c'est partout pareil, banlieue ou pas banlieue. Évidemment, évidemment, c'est partout pareil. Ça demande de la motivation, ça demande de l'abnégation. Et ce qu'elle raconte sur sa vie de jeune fille, c'était en quelque sorte un entraînement à la vie d'entrepreneur, parce que la vie d'entrepreneur, c'est ça. C'est du 7 jours sur 7, au moins pendant le démarrage. Et ouais, c'est une sorte d'entraînement qu'elle a vécu. Autour de vous, les gens, ils vous regardent comment? Les gens qui étaient en classe avec vous, ils regardent comme un bulldozer qui a réussi à faire le truc, comme c'est pas croyable, ou ils vous regardent comme quelqu'un qui n'a jamais fait un parcours relativement normal? Et est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont renoncé? Alors, je pense que mes amis sont très fiers de moi, et puis les gens qui m'ont connue aussi avant, parce qu'ils savent d'où je viens, et c'est un sentiment de fierté immense, et puis parfois un peu d'inquiétude aussi, parce qu'ils ont conscience que j'ai choisi un chemin aussi qui est très difficile, très tortueux, donc c'est un mélange de fierté et d'inquiétude. Évidemment, parmi mes proches, beaucoup de gens ont renoncé à leur projet, renoncé à leurs rêves. Et c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup, et c'est un message que j'essaye vraiment de donner autour de moi, c'est au moins essayer. C'est pas dit que vous réussirez, mais au moins essayer, donner une chance à vos projets, donner une chance à vos ambitions. Et puis, il n'y a que dans le domaine... Enfin, dans les choses qu'on fait avec passion, en tout cas, qu'on peut être le meilleur, qu'on peut donner le meilleur de soi-même. Mais vous avez le souvenir comme ça de copines de classe qui étaient prometteuses, autant que vous, et puis dont les rêves se sont éteints au fur et à mesure, qui n'ont pas osé faire ce que vous avez fait. Ouais. Je pense que c'est propre aussi à la société française qui on étouffe sous le poids de la peur. On a peur de perdre le peu qu'on a, on a peur de le perdre. Et suivre ses rêves, ça demande des sacrifices, forcément. Et je pense qu'il faut aussi créer une sorte de rêve français et puis mettre en avant à travers le concours comme Talent des Cités ou d'autres initiatives, des parcours de personnes qui, à un moment, n'avaient pas grand-chose et ont créé quelque chose. Je pense que ça, c'est vraiment des choses à encourager pour réveiller les esprits en France. Daouda Sanogo, par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à ce témoignage-là, qui nous disait qu'autour d'elle, il y avait effectivement des amis qui n'avaient pas forcément la même flamme, la même envie. Vous, autour de vous, c'était comment? Et on vous regardait comment? On me regardait, j'allais dire à l'époque, on était tous au même niveau, on suivait nos études, on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire, on était plus ou moins encouragés, et c'est surtout à la maison que ça se passait. Après, c'est vrai que quand on arrive à être chef d'entreprise aujourd'hui, on nous regarde différemment parce qu'il n'y a pas cette culture dans la banlieue. C'est vrai que les gens ne deviennent pas naturellement chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, il y a une certaine fierté. Puis au départ, on se dit, ils sont fous, ils sont bizarres. Pourquoi tu veux faire chef d'entreprise? On a l'image du grand patron et en fin de compte, c'est pas du tout ça, quoi. Pour eux, c'est tu vas gagner beaucoup d'argent et encore aussi cette image-là. C'est tu vas avoir des grosses voitures, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et des fois, on a un peu ce regard-là sur moi parce qu'effectivement, on est un petit peu dans l'envie. Il y a l'envie, dans le respect. Il y a le respect parce que tu as pris des risques. Au départ, on ne comprend pas. Quand ça marche, forcément, il y a la fierté. Mais un peu aussi le regard envieux, un peu jaloux. On a tous connu, on raye la voiture, les 4 pneus qui crèvent, etc. Voilà, c'est quelque chose qui... On vous a fait ça? On m'a pas fait ça, mais c'est quelque chose que j'ai vu. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi lui, il a plus que moi, tout simplement. D'accord. Et même question sur les gens autour de vous dont les ambitions ou les rêves se sont éteints au fil du temps, qui n'ont pas eu votre audace à vous. Vous l'avez vu, ça aussi? Il y en a quelques-uns. Après, effectivement, je n'ai pas gardé beaucoup de contact. Même si j'habite toujours... c'est vrai qu'on ne peut pas, à un moment donné, voilà, il faut faire des sacrifices. Et les amis, quand on crée, ça fait aussi partie des sacrifices, quoi. On ne peut pas avoir les mêmes relations qu'on avait à l'époque. Et puis chacun aussi a fait son chemin. Vous avez été aidé par vos parents l'un et l'autre? Bien sûr. Oui, heureusement. Ils étaient derrière vous, ils vous poussaient ou... Alors ma mère, même si elle ne comprenait pas mes choix et tous ces risques-là, parce que pour elle, dès que j'ai eu le premier job, il aurait fallu que je le garde et que j'y reste pendant 20 ans. C'était parce que c'était sa vision du monde de l'entreprise. Puis au fur et à mesure, quand elle a vu les risques, quand je suis partie à New York, je suis revenue, j'ai créé ma société. Enfin maintenant, elle accepte complètement et elle a été d'un grand soutien l'année où je préparais le lancement de l'autre côté du périph', parce qu'il fallait bien se financer. Mes économies, elles me servaient à tenir, mais ma mère, concrètement, elle m'a hébergée. Elle était là aussi pour venir me soutenir matériellement quand ça n'allait pas. Et puis, bien sûr, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'amour qui aide quand c'est difficile. Et votre père? Mon père, oui, bien sûr, très très fier, toujours à m'encourager. Enfin, il a toujours cru en moi de toute façon, donc ça pour le coup, c'est resté constant. Pour vous, c'était un moteur aussi, vos parents? C'est un moteur. Ils faisaient quoi, vos parents? Mon père était chauffeur poids lourd. Ma mère faisait des ménages.
Ma mère a compris quand je lui ai dit que je voulais créer, elle m'a toujours dit confiance totale. Mon père m'a dit t'es fou. Pareil, il m'a dit ne fais surtout pas ça parce que moi je crée en 2008, c'est la crise et en fait je suis fonctionnaire. Donc c'est-à-dire arrêter la fonction publique. Et quand vous créez, vous êtes fonctionnaire, vous êtes tranquille, vous avez la Exactement. sécurité de l'emploi. Tout à fait, voilà, c'est ça en fait qu'il me dit, il me dit non, ne fais pas ça. En tout cas, c'est pas maintenant. Garde ton job. Ça fait 15 ans que tu es dedans. Et vous avez désobéi à votre père, vous? Bah, on va dire que j'ai pas désobéi, mais je l'ai fait en cachette quelque part. Ah bon? Bah, j'ai gardé mon statut de fonctionnaire pendant 1 an et demi en cumulant l'activité de chef d'entreprise. Sans lui dire, pour pas l'inquiéter. Il me voyait que je rentrais un peu tard quand même, mais bon, voilà. Non, mais voilà, il a pas compris au départ, et c'est uniquement quand j'ai commencé à marcher au niveau de l'entreprise que je lui ai dit. Et en fait, c'est le déclic, c'est Talents des Cités. Quand je lui ai dit viens au Sénat, là il s'est dit il y a un truc bizarre, quoi. Il m'a menti. Et en fait, j'arrête la fonction publique juste après Talents des Cités. Ça la rassurait d'être reçu ici, de voir qu'on vous remettait un prix. C'était de la votre, fierté, voilà. Votre travail Voilà. était salué. Exactement. Samia Ghali, ce qu'on entend là, dans ces parcours-là, parce que vous avez fait un parcours aussi. Vous êtes sénatrice aujourd'hui, issue des quartiers nord. La cité, c'était votre quotidien aussi. Ah ben, c'était ma vie. Hein. Je pense que j'ai rien de différent finalement des 3 personnes qui sont là. J'ai effectivement été aussi dans ces cités. J'ai grandi. Et j'ai fait le choix il y a très longtemps de me lancer en politique. C'était ni parce que j'étais dans une association, c'est tout simplement parce que je considérais que les hommes politiques qui venaient nous voir finalement ne pouvaient jamais traduire ce qu'on pouvait réellement ressentir et que je me disais que le mieux c'était que j'aille moi-même défendre mes idées, porter notre parole. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais quitté la politique depuis. Donc maintenant, ça fait 28 ans. Et raccourci comme ça paraît un peu non, mais c'est bien sûr. Non, c'est vrai que ça paraît facile, mais croyez-moi que ça n'a pas été facile. La cité Bassin, c'était quoi à Marseille? C'est un bidonville. Il y a eu beaucoup de reportages ces derniers jours sur la cité Bassin, ce qui est resté malheureusement une cité bidonville d'une certaine façon, même si aujourd'hui il y a l'eau qui coule dans les robinets, alors que ce n'était pas le cas, et qu'il y a des toilettes et des salles de bain. Quand vous étiez jeune, vous viviez dans quoi? Il n'y avait pas l'eau courante? On avait en fait ni de salle de bain, on avait des toilettes qui servaient de salle de bain et tout simplement de salle d'eau. Et nous avions donc la cuisine américaine, on était branchés, on avait la cuisine américaine à l'époque déjà, puisqu'on avait une salle qui faisait déjà la cuisine américaine, salon, et on n'avait pas de porte. C'est un truc qui m'a toujours choqué. Il n'y avait jamais de porte il n'y avait pas de porte dans les chambres. C'était des rideaux qui faisaient office de porte. Et donc voilà, moi j'ai vécu avec mes grands-parents. Et dans cette cité, bon, il y a eu des moments douloureux, mais des moments heureux aussi, avec des caravanes, les gitans, les arabes, on était tous ensemble. Donc, et c'est vrai que ça permet aussi, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le combat. Je crois qu'en fait, on est avec la rage aussi de réussir. Et quand on se donne les moyens, peut-être qu'on réussit, peut-être même mieux que d'autres. Donc, je crois que c'est. Mais l'étincelle, elle se fait comment? Comment est-ce qu'à un moment donné, vous dites, moi, je vis dans ces conditions-là et je vais devenir, bon, sénatrice. J'imagine qu'on le formule pas d'entrée de jeu. Non, vous n'aviez pas imaginé être sénatrice, mais vous avez imaginé de faire une carrière, de progresser et après d'entrer en politique. Franchement, non, mais ça s'est pas passé comme ça. C'est qu'en réalité, quand je suis rentrée en politique, je me battais, j'avais des raisons de me battre. C'était contre la drogue, contre les fléaux de drogue, contre la misère, contre le fait que les jeunes, on n'y arrivait pas, les discriminations, enfin tout ce qui est dit là, quoi. Voilà, j'ai l'impression. Mais la première fois que vous portez cette parole, vous faites dans quelles circonstances? C'est pour vous prenez la parole dans une assemblée? Non, c'est tout simplement parce que ma prof de français qui me voyait parce que je râlais tout le temps. Je disais que en fait tout ce qu'elle nous disait, ça servait à rien parce qu'en réalité, ils avaient qu'une envie, c'est qu'on reste parqués dans nos cités. Et un jour, elle m'a dit, écoute, toi, il faut que tu viennes. Son mari était secrétaire de section au Parti Socialiste. Elle m'a dit, il faudrait que tu viennes à une réunion de section. Et j'y suis allée, je suis jamais repartie. C'était dans l'Institut catholique, j'ai vu. Donc voilà, c'est prof l'Institut catholique qui vous emmène au PS. Voilà, comme quoi, tout est possible. Vous musulmane? Voilà, tout à fait. Donc, et qui vous lance dans la politique? Elle me lance pas dans la politique. En fait, après, oui, d'une certaine façon, elle m'a lancée dans la politique. J'en suis jamais repartie. Donc c'est que, d'une certaine façon, elle a contribué à ma carrière politique. Ensuite, j'ai été élue en 95 comme adjointe à l'éducation et la petite enfance. J'ai été conseillère municipale en 2001, vice-présidente à la région en 2004. Et d'ailleurs, vous avez fait un reportage pendant la campagne des élections. Avec vous, sur France 2, absolument. Sur France 2, tout à fait. Et en 2008, et c'est là que ça a commencé à se corser pour moi. C'est-à-dire qu'au moment où vous commencez à monter, vous êtes élu, petit élu d'adjointe, d'arrondissement, ça gêne personne. Conseillère municipale. On veut bien vous faire un peu de place, mais voilà. Après vous commencez à conseillère municipale, vous gênez pas trop encore. Vous êtes là, mais bon, on vous regarde déjà un peu bizarrement. Quand vous êtes vice-présidente à la région, là, on se dit, bon,
elle commence à Elle monter. a C'est pas l'ambition, normal. la Voilà. petite. Et puis elle réussit. Parce que j'ai toujours bien mené mes mandats. Et ensuite, quand j'ai dit pour les municipales, en 2008, moi, ok, municipal, mais ou tête de liste ou rien. Ah, vous êtes comme ça, vous? Ah, moi, je suis comme ça. Ah, d'accord. Donc, ou tête de liste ou rien. Non, c'est pas que je suis comme ça. Je considérais qu'au bout de 20 ans de carrière, de mandat politique, en les ayant menés de manière correcte, j'estimais normal. Je voyais pas pourquoi je serais seconde pour tirer le premier, parce que j'étais bonne pour tirer le premier, mais on m'avait pas proposé la première place. Alors je dis, s'il a besoin de moi pour être tiré, il vaut mieux que je me tire moi-même. C'est un peu le logique, même. mais la logique l'emporte pas toujours dans ces situations-là. Mais je vais vous dire ce qu'on m'a dit, quand même, l'argument. Ouais. Parce qu'il est important, l'argument qu'on m'a donné, c'est: mais Samia, tu peux pas, parce que tu comprends, tu vas faire le plus mauvais score que la gauche va faire parce que tu es d'origine arabe. Alors moi, j'avais tous les handicaps, femme, jeune et d'origine arabe. Donc pour eux, c'était 3 handicaps. J'ai gagné au premier tour, c'est que finalement, c'était pas si mal que ça. Bon, et vous dites j'ai une mission. Une mission, vous savez, moi je pars du principe que ce que je fais aujourd'hui, mon mandat politique, il est animé par tout simplement, une mission de bien faire, une mission de réussir, parce que j'ai des convictions auxquelles je crois. Et pour moi, le fait que... Et je me suis donné une mission, c'est de ne jamais mentir et jamais trahir finalement les gens que je suis censée représenter, parce que j'aurais le sentiment de me trahir moi-même. Saïd Amouche, vous, j'ai lu quelque part que vous n'aimiez pas trop justement qu'on pleurniche sur le destin des enfants des cités et la difficulté qu'ils ont à progresser, à émerger, à raconter ces histoires-là. Vous n'aimez pas trop vous raconter, vous? J'ai lu ça. Oui, enfin, non, je vais préciser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le déni, évidemment. On sent bien cette énergie sur le plateau, là, il y a une motivation, mais il faut se rendre compte qu'une grande majorité en fait, des jeunes, aujourd'hui, ont cette volonté d'aller de l'avant. Dans les quartiers. Voilà. Et malheureusement, ce qu'on retient, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, en fait, c'est la minorité qui va à un moment donné déraper, qui va à un moment donné être un peu plus fragilisée. Murs, et donc, faire du trafic de drogue, etc. Voilà, donc ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de revendiquer qu'aujourd'hui dans les quartiers, eh bien, même malgré qu'on soit issu d'un milieu hostile, eh bien, il y a une volonté de s'en sortir. Et d'autres réussissent mieux que d'autres. Mais je pense qu'il y a une grande partie en fait, de la population qui a envie de s'en sortir. Et je crois qu'il ne faut pas trop laisser la caméra braquer sur ceux qui dévient, ou trop laisser la caméra sur la victimisation ou sur cette situation aujourd'hui de difficulté. Comme on vient de le faire, c'est aussi une façon quand même de montrer que c'est possible. Oui, et puis encore une fois, on sent une bonne énergie et je crois que ce qui est important, c'est d'aller de l'avant. Et vous, c'est Bondy, Joie et Aulnay-sous-Bois. Je sais pas, c'est Bondy ou Aulnay-sous-Bois? J'ai travaillé à Aulnay-sous-Bois, oui, absolument. Bon, votre premier boulot, c'est un emploi à la mission locale d'Aulnay-sous-Bois, un job social. Mais Bondy, pareil, votre enfance, c'est quoi? C'est un univers de banlieue, donc c'est un lycée qui aujourd'hui relève de la politique des territoires, politique de la ville, donc c'est moins d'enseignants, c'est toutes ces difficultés-là, mais c'est pas parce qu'on a ces difficultés-là qu'on va baisser les bras et qu'on va rentrer dans des situations de déviation. Donc l'idée c'était de quand pouvoir... on est dans ces quartiers-là, dans ces écoles, on n'est pas poussé par les profs, on sait qu'on a des handicaps, on n'a pas forcément l'environnement culturel qu'ont les enfants des quartiers un peu plus valorisés ou favorisés. C'est ça qui est intéressant de retenir, c'est-à-dire que malgré qu'on sorte de milieux plutôt hostiles, eh bien il y a une volonté de s'en sortir et on avance beaucoup plus vite. Et quand on est en difficulté, quand on est dans des situations de création, dans des situations de politique, dans des situations de prise de décision, eh bien on a cette énergie supplémentaire qui nous permet en fait de résister et faire des performances. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous êtes dit moi je vais faire un parcours, moi je vais créer quelque chose? Je crois que on est tous portés aussi par une éducation, des parents qui sont derrière, qui nous ouvrent le cap, évidemment. Ils faisaient quoi? Et ouvriers, famille ouvrière, une mère au foyer, et puis cette volonté de nous pousser dans le système éducatif, parce que le système éducatif porte. Alors on parle des décrocheurs, mais il y en a aussi qui réussissent. Donc il y a un problème à travers les décrocheurs, et il y a ceux qui émergent, il y a ceux qui décrochent le bac, ceux qui accèdent à l'enseignement supérieur. Et ceux-là, en fait, il y a besoin de capitaliser sur cette réussite. Et quand ils sont freinés à l'entrée du marché du travail, c'est compliqué. C'est-à-dire que le taux de chômage au niveau des jeunes, c'est 22%. Et quand on analyse les jeunes diplômés des quartiers, absolument, c'est 38%. 38%. Donc il y a besoin, à un moment donné, d'amorcer un dispositif de rencontre. Et dans les classes,
entre vous, entre jeunes, est-ce que l'heure est plutôt à se soutenir les coudes et à la motivation, j'ai pu dire, à la compétition, ou est-ce que c'est tu es bon en classe, tu bosses, tu es ringard? Qu'est-ce qui te bien vu dans les classes, dans ces quartiers-là? Je crois que c'est encore une fois dans toutes les classes. On a toujours celui qui va se mettre devant et qui va se faire identifier. Oui, voilà. Après, je pense pas qu'on soit pénalisé parce qu'on s'en sort et qu'on a des bons résultats scolaires. Non, je sais pas, moi j'ai pas rencontré Mais de ça. vouloir suivre, de vouloir bosser, c'est pas plus mal vu? Ça, moi je pense qu'on est dans le stéréotype. C'est un cliché. Ce qui est mal vu, c'est d'être bon et de ne pas aider l'autre, en fait. C'est de garder pour soi. C'est ça qui est mal vu. Ah, il faut être généreux. Bah, c'est un peu ça, parce qu'il y a le voisin à côté, laisse-moi copier, etc. Ça, voilà. C'est plus ça. Si tu m'aides pas, là, par contre... C'est la fameuse culture du partage. C'est Exactement. pas toujours eu des voisins généreux. Moi, non, mais c'est cliché. moi, en tout cas, c'est ce que j'avais. Voilà. J'étais plutôt bon. Ensemble, on est plus fort. Et voilà. Et le voisin qui était pas bon, il fallait que je laisse regarder. C'est quand même des bonnes regarder. valeurs. Hein. Ensemble, on est plus fort. Et c'est ce qu'on va retrouver éventuellement dans vos engagements respectifs, de vouloir après, d'une certaine façon, rendre un petit peu ce que vous avez pu avoir, c'est ça? Bien sûr, parce que par exemple, le premier long métrage que je développe, ça s'appelle Un tocard sur le toit du monde, et ça raconte l'histoire de Nadir Dandoun qui est parti gravir l'Everest alors qu'il n'avait aucune expérience de l'alpinisme. C'est un personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un monstre de volonté, ce type. Hein. Non, c'est vrai. Oui, je connais un petit peu. Et justement, c'est un message universel extrêmement fort qui encourage au dépassement de soi. Donc ça, c'est le premier long métrage produit par DACP. Alors, en politique, est-ce que ça change la façon de faire de la politique? Parce que, je disais, vous avez un peu stupéfié tout le monde en disant il faut l'armer dans les quartiers. Vous avez compris les gens qui avaient des quartiers qui avaient aussi débarrassé le camp de Rome qui était en bas de chez eux. Est-ce que quand on vient de ces quartiers-là, on a une sorte de franc-parler qui n'a plus rien à voir avec la retenue d'autres quartiers? Ça, c'est sûr. Moi, je m'interdis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'aurais le sentiment de me trahir moi-même. Et quand je vous dis que mon premier engagement, quand je suis rentrée dans cette section en me disant, mais finalement, alors il y avait des politiques qui étaient capables de le faire à ma place, hein, on se plaignait, soi-disant ils étaient censés aller rapporter notre parole, notre bonne parole. Si j'ai pris l'engagement d'aller moi-même porter cette parole-là, c'est pas pour aujourd'hui, finalement, parce que je serai sénatrice. On m'a dit, le maire de Marseille a dit non, mais quand on est sénateur, on ne parle pas. Moi, quand j'ai été sénatrice, on ne m'a pas donné une muselière pour que je me la mette et que je la ferme. Je suis là pour dire ce que certaines personnes ne pourront pas dire. Voilà. Et moi, je le dis, et tant pis si ça dérange, et tant pis si ça pose des problèmes. Moi, je suis là pour dire les choses. Et je ne suis pas là non plus, parce que vous savez, après, la critique, elle est facile quand on est dans un endroit doré, comme on peut l'être au Sénat, parce que c'est vrai que c'est le confort. Moi, je pourrais dire ici, j'avais amené les gens de Bassens au Sénat. Je les ai amenés dès que j'ai été élue. De votre quartier, pour voir. Voilà, parce que je ne pouvais pas amener mes grands-parents, ils n'étaient plus là. Donc pour moi, c'était aussi une façon c'était un message que j'envoyais à mes grands-parents. Et quand j'ai amené ces personnes-là ici, ils ont regardé le plafond, ils ont regardé le sol, sur les côtés. Ils m'ont dit, mais Samia, mais nous, si on est là, on oublie la terre entière. Et je trouvais que ce qu'ils avaient dit était vrai. Voilà. Parce qu'on a tendance à oublier quand on est un élu, quand on est déconnecté de la réalité, on oublie, c'est vrai, facilement les autres. C'est normal, quand on réussit, on n'a pas en général envie d'aller revoir la misère ou revoir les problèmes qu'on a rencontrés. On a plutôt envie de les oublier et de passer à autre chose. Mais moi, en tant qu'élu, je ne peux pas le faire. Mon rôle, c'est justement de rappeler qu'il y a toujours des gens qui sont encore malheureusement en situation plus précaire que d'autres, quoi. Voilà. Alors peut-être que ma façon de parler, elle est directe, elle peut déranger, mais je n'en changerai jamais. Ou alors ce jour-là, j'arrêterai la politique. Bon, et avec cette parole forte, quelle qu'elle soit, et même si elle peut déranger un petit peu. Alors on va voir un troisième extrait du reportage. On va retrouver Lucille Bernadac, dont je vous disais qu'elle avait eu des soucis financiers pour monter son opération et son affaire de doudou équitable. Elle ne trouvait pas les banques, et les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais écoutons ce qu'elle disait à ce moment-là. On commence à devenir un fournisseur incontournable de la saison, et là on est juste bloqué, quoi. On a quelque chose comme 95 000 € de commandes. Et pour l'instant, on ne peut pas livrer. Pourquoi? Parce qu'il faudrait lancer une production et que j'ai pas les moyens. Car pour lancer une production, il faut du cash. Et les banques refusent d'en prêter à Lucille. J'ai rencontré certaines banques où quand tu présentes un carnet de commandes, on dit, vous savez, madame, c'est plus suffisant un carnet de commandes. Si les banques ne suivent pas parce qu'elles estiment qu'il y a des risques, alors qu'on a un carnet de commandes, et si les investisseurs privés ne peuvent plus investir parce qu'ils ne peuvent plus défiscaliser, donc ils vont s'arrêter, on va faire quoi? Là, on n'est plus dans l'important, on est juste dans le crucial. C'est-à-dire que si on ne fait pas, on ne fait rien. Et si on ne fait rien,
La saison de Noël, elle est morte. Et si la saison de Noël est morte, la boîte, elle meurt avec. Voilà, et je disais, bon, bah, les nouvelles ne sont pas très très bonnes. Il semblerait, parce qu'on a essayé de la contacter pour cette émission, mais on n'a pas réussi, il semblerait qu'elle ait laissé tomber. Comment ça a fonctionné, Talent de Cité, pour vous, par rapport au projet que vous aviez? Vous disiez tout à l'heure que c'est en venant ici, avec votre projet, au Sénat, en le montrant à vos parents, qu'ils ont enfin compris qu'il se passait quelque chose et que vous avez fait quelque chose de pas mal dans votre vie. Bon. Pas mal, mais finalement quelque chose qui pouvait peut-être durer et qui pouvait peut-être me permettre de vivre finalement. Bon. Et que finalement je pouvais faire la bascule. Vous disiez tout à l'heure, vous dites que vous étiez tombé dans les déchets par hasard. Je ne sais pas si on dit tomber jamais volontairement, mais c'était par hasard. Vous êtes là, vous êtes dans les déchets. Je ne sais pas si vous êtes derrière le camion ben à ramasser les poubelles ou si c'est vous dites du conseil, c'est ça, aux gens sur leur tri, comment ça se passe. Sensibilisation. J'explique en porte-à-porte aux habitants comment trier leurs déchets. Bon. Et pour m'assurer que le tri est bien fait, à un moment donné, il faut aller derrière le camion, ouvrir les poubelles, voir si tout est bien fait. Bon, vous faites ça, vous êtes fonctionnaire, vous êtes là-dedans. Et à un moment, vous allez avoir l'idée de vous dire, bah, j'ai monté ma propre boîte de tri sélectif pour tout ce qui est électronique, etc. Comment on en arrive à ça? Il s'est passé 12 ans entre les deux, en fait. Ça, c'était à Aulnay-sous-Bois, donc où je démarre emploi-ville, emploi jeune. Et en fin de compte, quand j'ai le projet de créer l'entreprise, je suis cadre dans une communauté d'agglomération, directeur adjoint propreté. Et donc je travaille sur un projet, c'est ça en fin de compte qui me permet de voir qu'il y a peut-être un créneau qui va s'ouvrir, dans lequel finalement je tente le coup. Et c'est en 2006 que j'ai l'idée et je crée en 2008. Mais c'est pendant 2 ans. L'argent, vous allez l'avoir en 2009. L'aide du Sénat, les Talents de Cité. Oui, c'est 2009. Enfin, j'avais des petites économies, mais je suis aussi passé par les prêts d'honneur. Prêt à la création d'entreprise au ZEO. Et tout ça cumulé fait qu'on arrive à avoir une entreprise. Et le Sénat, je ne sais pas combien c'est d'argent vous avez reçu pour Moi, votre prix. c'était 10 000. 10 000. Mais ça, plus peut-être la notoriété de Talent de Cité, est-ce que c'est ça qui fait que vous avez une sorte de crédibilité? Est-ce que ça vous aide auprès des banques après pour dire j'ai besoin de pognon? C'est un peu plus facile, mais en même temps, quand on va auprès des banques après avoir été à Talent de Cité, on a un peu moins besoin d'argent. Forcément, on a une enveloppe de 10 000. Et puis il y a aussi tous les dispositifs, encore une fois, comme Oseo, le prêt d'honneur, etc. Quand on arrive avec ça, la banque prête plus facilement. Mais quand on arrive de Cité, est-ce qu'on vous prête plus facilement ou plus difficilement que quand vous arrivez d'ailleurs? La question ne s'est pas posée pour moi, puisque moi j'arrive avec mon CV, avec l'expérience dans le déchet. Et donc c'est ça qui fait la différence. Pour vous, Laurent, c'était comment? L'argent? Aucun problème avec la banque. C'est la deuxième banque que je suis allée voir. La première, c'est ma banque perso. Et là, c'est un peu trop long à mon goût. Donc je suis allée au CIC. J'ai présenté mon dossier. Réponse très rapide, avant même que j'ai eu prêt d'honneur et entreprendre, avant Talent des Cités. Avant tout ça, j'ai pris le temps quand même pour aller les voir. J'avais déjà bien préparé mon dossier. Mais j'ai obtenu une réponse positive avant d'avoir tous les autres compléments de financement qui étaient dans mon plan de financement. Alors on passe notre temps à dire que les banques ne prêtent pas, qu'elles ne sont pas accueillantes, qu'elles ne prennent pas de risques, notamment avec les gens des cités, c'est pas vrai? Il faut oser préparer un bon dossier, mais je pense que Daoud et moi, on est à preuve que c'est possible. Moi, il y avait de la discussion un petit peu sur le montant du prêt, et donc je suis parti vers une autre banque parce que 2008, c'est vraiment la veille, c'est Lehman Brothers, etc. Donc il y avait un petit peu de crainte. Et donc, on me disait, au lieu de 40 000, on vous prête 20 000. J'ai dit non, moi j'ai besoin d'un camion neuf dans mon domaine, je ne veux pas un camion d'occasion. Donc j'ai été voir une autre banque. Et vous l'avez eu? Et je l'ai eu. L'argent. Et vous, parce que dans votre production cinématographique... J'avais un besoin en fonds de roulement très important. Le problème, parce qu'il y en a quand même eu un, je pense que toujours dans cette idée un peu de complexe du banlieusard, j'ai envie de l'appeler, des organismes qui sont à notre écoute nous apprennent aussi à voir petit. Donc moi, j'ai vu un peu trop petit. Et là, justement, je vais faire une levée de fonds, une vraie levée de fonds. Là maintenant? Voilà, pour pouvoir avoir les capitaux suffisants. Mais ça me fait beaucoup de peine de voir le sujet sur Lucille, parce que c'est une amie, enfin c'est quelqu'un que je connais très bien, parce que il y a un vrai problème en France, je pense, sur le capital risque. Ah, quand même. Il y a un vrai problème. Vous dites, vous n'avez pas eu de problème, vous. Elle a des commandes, elle trouve personne pour la suivre. Elle a besoin, en gros, elle a des commandes, elle trouve personne pour la suivre. On parle au conditionnel, on n'a pas pu la joindre, il semblerait qu'elle ait renoncé, qu'elle ait abandonné son parcours. Je pense que la notion de capital risque en France, elle est à inventer quand même. Cette discrimination que vous dénoncez dans votre livre et dont on parle en fonction de quand on arrive de banlieue, etc., visiblement, pour les banques, ce n'est pas toujours le cas. Et dans les entreprises, est-ce que effectivement, il y a ce blocage-là?
Alors dans les entreprises, le blocage est réel. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est en fait face à des communautés qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer et de se parler. Donc du coup, on est chacun dans logique de protection et de peur. Donc cette logique de risque, prise de risque dans des processus de recrutement, elle existe, elle est réelle. Aujourd'hui, on a des statistiques dont on ne parlait pas avant 2004-2005, hein, c'est quelque chose d'assez récent, qui montrent qu'à un moment donné, un candidat qui réside en Seine-Saint-Denis, qui est d'origine ethnique différente, qui est femme, qui a un certain nombre de compétences, eh bien, il a moins de capacité à intégrer le marché du travail, à compétences égales. Et donc, une fois qu'on a compris ça, eh bien, il faut créer... Il y a effectivement un blocage. Il y a effectivement des blocages. C'est le Bureau international du travail qui nous explique qu'à compétences égales, lorsqu'on est d'origine africaine ou maghrébine, on a 4 fois moins de candidatures reçues en entretien de recrutement, à compétences égales. Donc là, on est dans un élément objectif de comparaison. Bon, parce qu'on a parlé des CV anonymes, de ces choses-là, de Sciences Po qui prenait des étudiants des milieux défavorisés, enfin ça, toutes ces expériences-là, de la discrimination positive. Tout ça, ça aide, ça fait bouger la société, ça envoie des signaux. Absolument, sauf que la société n'est pas capable de recevoir ce signal-là et pouvoir en faire une politique publique forte. On est face à ça. Le dispositif Sciences Po, il a été mis en œuvre il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est toujours resté à Sciences Po, malheureusement. Et on ça a besoin un peu essaimé dans d'autres écoles, quand même. À quel niveau? Un petit peu. À quel niveau? HEC le fait. Oui, mais ça touche... moi, je parle de politique publique éducative forte. Je ne parle pas, en fait, de petites expérimentations qu'on monte dans des écoles d'excellence. C'est pas ça dont je parle. Je parle aujourd'hui de changer le système et de faire en sorte qu'on puisse donner la chance à tous ceux qui le méritent. Qu'est-ce qu'elle dit, la sénatrice? Vous dites quoi, vos mômes de vos quartiers d'origine? Se donner des bonnes consciences en disant, bon, on laisse finalement sur Sciences Po, HEC, quelques quotas pour finalement les jeunes de ces quartiers. C'est de se donner bonne conscience, quoi. Parce qu'à côté de ça, on sait très bien que malheureusement, la réussite, elle est très compliquée. Il y a plein de jeunes qui veulent s'en sortir. Au départ, un enfant, il est naïf, il a plutôt tendance à vouloir réussir. C'est quand même des petits signaux quand on voit un chef d'entreprise qui réussit, quelqu'un qui a fait Sciences Po, un Harry Roselmack qui fait le 20h, etc. Tout ça, ça aide. Oui, mais excusez-moi, mais un petit signal à côté d'une immensité de gens qui sont dans le désarroi, oui, bien sûr, c'est toujours bien. Moi, je suis heureuse de voir qu'il y a des jeunes qui réussissent et j'en suis fière. Mais à côté de ça, combien essaient de réussir, ils n'y arrivent pas? Parce qu'au départ, déjà, dans la question de l'école, on a fait en sorte qu'ils ne puissent pas y arriver. Aujourd'hui, l'école d'aujourd'hui est de plus en plus difficile. Vous êtes de moins en moins, ça c'est une réalité quand même. Alors le ministre de l'Éducation a repris un peu les choses en main, j'espère que ça va aller mieux. La société française, de ce point de vue-là, du point de vue de l'intégration, du point de vue de ces chances qu'on donne à tout le monde, enfin, etc., vous la voyez bouger un petit peu? Vous avez l'impression qu'on est toujours au même point? On est malheureusement vous allez nous désespérer, là. Non, mais attendez, moi je suis une élue, moi je suis maire du 15e et 16e arrondissement de Marseille. Le chômage dans le 15e arrondissement, c'est 39%. Dans le 15e, c'est-à-dire dans des quartiers, il est à 60% chez les jeunes. Donc je ne vais pas inventer, dire que tout va bien si ça ne va pas bien. Je dis juste qu'il faut qu'aujourd'hui, les emplois, notamment, parce que il parlait d'avoir fait un emploi jeune avant d'arriver. 3 CDI, il a créé dans son entreprise. Non, mais avant, mais il parlait de là, je parlais plutôt de lui. C'est-à-dire que je l'ai écouté avec attention, il disait qu'il avait fait des emplois aidés avant d'arriver à être lui-même fonctionnaire. Peut-être aussi, si ces emplois aujourd'hui, qui sont des emplois d'avenir, ces contrats d'avenir, vont peut-être aussi donner encore de l'espoir, parce qu'on va remettre... Et maintenant, chef d'entreprise, en ayant créé quand même 3 emplois, c'est lui qui crée les emplois, je ne sais pas si vous avez créé des emplois, ou vous créez votre emploi à vous, mais vous avez créé des emplois en plus? Oui, j'ai créé l'équivalent de 4 emplois temps plein, parce que je travaille avec beaucoup d'intermittents, en fait. D'accord. 4 équivalents temps plein. Tiens, encore une phrase avant d'arriver au bout de l'émission, justement, sur toujours Sally Benasser. Et écoutez un petit peu ce qu'elle dit, justement, d'être étiquetée enfant des cités. Fille des cités, Sally a grandi dans un quartier de Vitry-sur-Seine au sein d'une famille nombreuse. Depuis ses 16 ans, elle économisait pour... Vous voyez, là, par exemple, on parle de la fille des cités. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a choquée. Je trouve que c'est dévalorisant de dire la fille des cités. Je suis une entrepreneur, c'est pas... quel que soit le... Ça m'a choquée quand j'ai vu le reportage. C'est une question qu'à un moment donné, la roue, elle tourne. Si on laisse tout le temps la roue dans le même sens, à quel moment on montre que c'est possible de tourner, d'avancer, d'évoluer? Si on rappelle tout le temps ça, je trouve que c'est pas bien. Moi, ça me parle pas, la discrimination. Parce que quand on parle en général de discrimination, c'est surtout vis-à-vis des immigrés.
Moi, je me sens pas immigrée. Attendez, moi, je travaille en France. Je paye mes impôts en France. J'emploie des gens issus de l'immigration, issus de la souche française. Je travaille pour des Français, je travaille pour des immigrés, je travaille pour tout le monde. Ou je suis pas immigrée. Samia Ghali, elle a raison quand elle dit ça. Je crois qu'il faut, il faut savoir s'arracher l'étiquette. Il faut savoir s'arracher. D'abord, faut jamais se renier. Donc, c'est déjà par principe, moi, je me renie jamais. Déjà parce que je suis issue de l'immigration. Voilà, je suis d'origine algérienne, donc je vais pas lamenter. Je suis pas suédoise, ça se voit. Mais après, ça n'empêche pas qu'effectivement, quand on réussit, on n'est pas obligé d'avoir le côté péjoratif finalement des cités. C'est-à-dire de temps en temps, ça vous pèse un peu. Des fois, ça pèse. Un peu qu'on vous renvoie pas toujours à vos origines. Parce que d'une certaine façon, c'est vrai que le fait que vous soyez d'origine, ça peut poser un problème. Vous savez, aujourd'hui, la candidature de même peut-être à la mairie de Marseille, certains politiques, je parle plus des politiques que des Français eux-mêmes, pensent par exemple, ils ne pensent même pas à ma candidature en se disant la petite arabe de quartier qui va vouloir être maire de Marseille demain. Et là, vous nous annoncez que vous êtes candidate? Parce que je reviens de le faire. Non mais attendez, c'est ça. Laurence Lascari, c'est pareil cette étiquette, il faut quoi? Oui, après, les étiquettes, on ne se les met jamais soi-même. Hein. Elles sont posées par la société. Je pense que c'est aussi les médias ont une grosse responsabilité. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète. Mais dans la construction, dans la construction des représentations, les médias, le cinéma ont une énorme responsabilité. Et donc, il faut travailler à déconstruire ça. Juste une petite question personnelle. Vous habitez où maintenant? Dans des quartiers, dans des cités, ou vous habitez ailleurs? Non, moi j'habite ailleurs, j'ai toute ma famille dans les quartiers nord, mais j'ai fait le choix de... Moi je considère que j'ai assez donné, donc mes enfants ne sont pas obligés de subir ce que j'ai subi, donc je vais évoluer aussi. Daouda? Toujours à Aulnay-sous-Bois. Dans un quartier, dans une cité comme on dit ou... Dans un quartier, bon après je suis passé comme on dit. Non mais j'ai fait ça avant, j'ai déménagé avant la création d'entreprise. Donc voilà, c'est pas le fait... Voilà. Laurence Lascari? Moi toujours dans le 9-3, là pour l'instant je suis au Lila, mais j'ai envie de me rapprocher de Saint-Denis puisque maintenant mes bureaux sont à la Cité du Cinéma. Ah, vous êtes dans la nouvelle cité de cinéma de Besson. Oui, tout à fait. Très bien. Et j'aimerais bien Aubervilliers, c'est sympa aussi. Et c'est Damouche? Moi, j'habite en Seine-Saint-Denis, donc. Mais genre cité-quartier, genre. Pas en cité, non, pas en cité, en maison. Mais aujourd'hui, j'habite en Seine-Saint-Denis et je suis fier d'y habiter. Je pense que c'est une source d'inspiration, c'est beaucoup d'énergie qu'on peut y trouver, donc c'est très bien d'y être. Merci beaucoup, merci à vous tous et c'est agréable aussi de parler de la banlieue autrement que autour de drames. Merci à Aurélie Dafas qui a préparé ce débat. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous joindre sur Internet, que la semaine prochaine vous retrouverez Dominique Souchier pour un débat sur la politique et comment elle est ressentie dans la famille. Et on sait que ça peut faire des dégâts, la politique, dans la famille. Voilà, et vous êtes bien sur Public Sénat.